Simplement, je fais un petit aparté, puisque j'ai oublié de vous présenter quand même les intervenants qui sont des intervenants externes et qui nous accompagnent. Donc nous avons Marine, qui s'occupe de la vidéo, la caméra, Julien, son assistant ou son collaborateur, je sais pas comment on peut Plus dire. que ça. Plus que ça, et plus encore, mais cela ne nous regarde pas. Ensuite, nous avons l'équipe de parcours management avec Nadia et Arnaud. Et nous avons comment on peut vous définir exactement? Le magicien du feutre. Le magicien du feutre, c'est ça? Le dessinateur, graphiste, celui qui croque, celui qui nous croque toute la journée, Olivier, voilà, qui était déjà présent à distance sur les classes virtuelles d'il y a 2 ans. Et on avait trouvé vraiment cette prestation très très intéressante. Donc on le remercie. Et il va nous faire un petit focus, voilà, il nous fera une restitution par demi-journée de ce qu'il a pu croquer. Voilà, merci, on continue. Merci Frédéric. Du coup, hop. Voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de la masterclass. Hein. On est sur une masterclass ce matin pour prendre de la hauteur et puis partir avec des éléments de compréhension, voire peut-être des pistes d'action, hein, pourquoi pas, ça serait encore mieux. Et donc pour cette deuxième partie, on a un plateau de choix pour comprendre un peu mieux où on est le secteur de la formation. On a déjà brossé un peu le cadre dans les grandes lignes ce matin. Et nous projeter davantage vers les perspectives pour les entreprises du conseil, de l'ingénierie et du numérique également. Alors pour cela, merci d'accueillir Mireille Le Petit-Colin, qui est déléguée emploi, formation et études à la Fédération Sinov. Merci de l'accueillir. Nous a rejoint également Julien Garnier, directeur général de Cardonel Ingénierie. Merci d'être avec nous. Et on ne vous les présente plus. Alexandra Klamecki reste avec nous pour cette table ronde et Frédéric Larive. Alors, on va aborder ensemble, au travers de cette table ronde, on va faire un état des lieux et on va aussi essayer d'imaginer les perspectives de la formation pour les entreprises du conseil, de l'ingénierie et du numérique qui sont globalement ce que représente la Fédération Sinov et beaucoup aussi des entreprises et formateurs aussi hein, de l'IPTIC. Pour commencer cette table ronde, j'ai envie de commencer avec vous, Mireille Le Petit-Colin. Vous connaissez très bien le secteur de la formation, dans la branche BETIC que citait notamment Frédéric Lafage tout à l'heure, et à plus d'un titre. Vous avez un parcours qui vous permet vraiment aujourd'hui d'avoir un regard très 360, j'ai envie de dire, sur notre sujet. Présentez-vous en quelques lignes, justement, présentez-vous en quoi finalement vous avez un parcours qui vous donne une vision assez large finalement du sujet du jour. Et puis, est-ce que vous pouvez commencer en nous expliquant les coulisses et les orientations, on en a parlé un peu tout à l'heure, des financements de la formation et comment ça bouge tout ça? Alors effectivement, j'ai travaillé pratiquement toute ma carrière autour de la formation professionnelle dans un organisme de formation en tant que formatrice, également en tant que responsable RH, donc du côté entreprise, et ensuite une dizaine d'années dans un OPCA, donc celui de l'industrie. Voilà. Et aujourd'hui, donc, pour boucler la boucle, voilà, en fédération, au sein de la fédération professionnelle. En quoi consiste votre mission de délégué emploi, formation et études? Alors, au niveau de la branche, au travers donc, de notre OPCO, c'est bien la branche qui définit vraiment les orientations en matière d'emploi et en matière de formation professionnelle. Donc, à ce titre, au sein de l'OPCO, il y a des commissions, des instances auxquelles participent donc, les fédérations professionnelles, donc, comme Sinov, et également... Oui, je sais, j'ai ma voix qui ne porte pas très bien, je vais faire un effort. Donc, des fédérations professionnelles et également donc, les organisations syndicales. Donc, qu'est-ce que nous faisons au sein de ces commissions? Nous parlons notamment, par exemple, certification. Il s'agit notamment d'appréhender ce que vont être donc, les nouvelles thématiques formation, les nouveaux métiers, et commencer à préparer donc, des certifications pour former les nouveaux collaborateurs donc, à ces métiers.
Et nous avons des commissions qui sont vraiment spécifiques sur ce sujet. Nous œuvrons également sur le pilotage financier, puisque l'OPCO, une de ses missions, et le financement des actions de formation. Donc effectivement, vous en tant que formateur, et si vous recevez effectivement des stagiaires, c'est qu'auparavant il y a eu toute une mécanique en fait qui a été faite au niveau de l'OPCO et de la prise en charge donc des actions de formation. Je vais revenir un petit peu plus tard, je pense, sur la mécanique en fait de l'OPCO, qui a été largement modifiée suite à la loi de 2018. Et puis, nous nous appuyons également sur les études. C'est pour ça que mon poste au sein de l'OPCO, c'est emploi, formation et études, puisque avec l'OPIEC et la DESAT, donc l'OPIEC est l'observatoire de branche en fait, qui travaille aussi, qui est hébergé au sein de l'OPCO. Nous commandons des études, et ce sont des études prospectives métiers. Donc, je vous engage vraiment à aller voir sur le site de la DESAT, sur le site en fait également de l'OPIEC. Toutes ces études sont publiées. Notamment, il y en a une dernièrement, par exemple, qui est sortie sur la biodiversité, donc je connais très bien. Et là, vous verrez qu'il y a vraiment des préconisations qui sont données par ces études en termes de compétences à acquérir pour les futurs collaborateurs, et ce à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et nous nous appuyons sur notre travail en fait, que nous faisons au sein de ces commissions, notamment donc, sur ces études pour préparer les compétences de demain. Et voilà, on est vraiment sur le rôle de la branche, on est vraiment sur cet aspect. Directement les orientations et les futurs sujets d'accompagnement au développement des compétences, etc. Tout à fait. Définis, mis en œuvre par les organismes de formation et les formateurs. Les études, ça veut dire que même en tant que formateur, je peux aller voir, ça va me donner des billes concrètes, de contenu, de pistes, voire d'opportunités peut-être aussi de développement de formation sur des sujets que vous mesurez, que vous anticipez. Après, ces études sont des études prospectives métiers où clairement vous allez pouvoir appréhender en fait, alors Julien en parlera mieux que moi de cette étude puisqu'il est spécialiste dans ce domaine, mais il y a une étude climat par exemple, climat biodiversité, où là clairement on a une idée relativement précise de ce qu'on va demander en termes de compétences donc dans les futures années. Frédéric, pour accompagner les fameuses transitions qu'on évoquait en première partie, ces travaux d'études de veille réalisés par ces instances, etc., c'est des choses que vous prenez en compte concrètement, que vous étudiez, que vous analysez pour définir les orientations de l'IPTIC ? Oui, les études de l'OPIEC notamment, ces études oui, que l'on décortique. Alors, il y a un gros travail effectivement très chronophage pour essayer d'aller comprendre ce qu'il y a au fond des études et ce qui peut nous impacter. Alors c'est intéressant sur du moyen et du long terme. Voilà, on dira qu'en termes de besoins de formation, voilà, ces études qui vont nous donner les tendances et les besoins qu'il peut y avoir à 5 ans, à 10 ans. Voilà. Le court terme est un peu plus dicté par le marché et puis la branche commerce qui a ses propres palpeurs et qui analyse le marché. On va dire que sur du long terme, c'est plus intéressant. Avec des déclinaisons régionales aussi, je pense. Sur l'observation finalement de la filière, il y a des extractions possibles aussi à l'échelle régionale. Oui, tout à fait. Ces études aussi sont étudiées par nos syndicats régionaux qui peuvent avoir un intérêt également régional sur certains aspects. Ah, ça, c'est intéressant. Ces études et ces évolutions, ces tendances que vous anticipez, sur lesquelles vous faites de la prospective, est-ce que vous pouvez nous partager finalement ce que vous mesurez aujourd'hui comme étant les principales tendances, les principales évolutions qui se dessinent ou qui sont déjà en place dans le domaine de la formation ? Alors, au niveau de la formation, alors je vais juste repartir en fait, mais très de la réforme de 2018, parce que on est vraiment passé du mot OPCA à OPCO, et ça, je crois que c'est très important
de mesurer le passage, puisque on a vraiment des mutations au niveau de la formation qui viennent de cette réforme qui a été la réforme la plus importante, hein, je dirais, depuis très très longtemps. Par exemple, pour l'OPCA, on est passé de OPCA, qui veut dire collecteur agréé, c'est-à-dire un organisme purement financier, voilà, c'était FAFIEC, hein, pour faire simple, dans notre branche, à quelque chose qui s'appelle OPCO, c'est-à-dire opérateur de compétences. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre OPCO, il n'est plus... Alors, on gère encore, hein, on fait le pilotage financier, mais sa mission principale, c'est de s'occuper des compétences. Et ce mot-là, aujourd'hui, il est au cœur, en fait, de notre dispositif. C'est plus le tiroir-caisse Exactement. Pour financer tout type de formation, c'est un peu Exactement. Et comme vous savez, au niveau de la réforme 2018, hein, il y a un organisme qui a été créé donc, à cette occasion, qui s'appelle France Compétences, et qui aujourd'hui gère, collecte, hein, ce n'est plus les branches qui collectent, c'est France Compétences qui collecte toutes les cotisations des entreprises et qui redistribue. Et aujourd'hui, l'État a fait des choix financiers qui font que ces cotisations vont surtout vers le pic emploi, en fait, hein, tout ce qui est formation des demandeurs d'emploi. Voilà, l'idée que tous nos jeunes soient formés, en fait. Et également donc, vers l'apprentissage. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'OPCO, on a une partie des collectes qui redescendent, mais une toute petite partie par rapport à ce que nos entreprises donnent en fait, hein, en termes de cotisation. C'est quoi les conséquences finalement pour les acteurs de la formation? Et c'est qu'aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont connu le FAFIEC, aujourd'hui on fait un pilotage financier qui est beaucoup plus serré puisque nous avons beaucoup moins de fonds. Et pour les entreprises qui font appel à des actions de formation, bien souvent, il peut y avoir donc notamment du reste à charge. Pour les entreprises, ce qui n'était ce qui était peu le cas en fait du temps du FAFIEC, puisque les entreprises, leur collecte leur servait en fait à faire à financer leurs actions. Maintenant, ça passe par l'État, quelque part, et ça redescend, mais on est très très loin, nous, de récupérer donc, les cotisations. Les cotisations. Donc ces cotisations servent au plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et par contre, nous avons une cotisation, juste de petits mots sur une cotisation conventionnelle de branche, c'est-à-dire que notre branche a la particularité de collecter des cotisations, que là, la branche gère en fait en direct, elle a la main sur ses fonds financiers. Et notre travail également en tant que branche, et nous avons un groupe de travail en ce moment qui est sur le sujet, c'est d'aller justement affecter ces fonds de conventionnels de branche sur les enjeux de branche et pour le coup sur tout ce qui est aspect de transition numérique, transition écologique. Puisqu'en fait, ce sont des enjeux qui sont là et sur lesquels il faut vraiment sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, voir les compétences et voir les actions, bien sûr, de formation, du coup, à monter. Merci. Alors, pour mettre ça en perspective, Julien Garnier, donc vous avez aussi un regard et une relation particulière et au-delà de votre rôle de chef d'entreprise avec la formation, à plus d'un titre. Présentez-vous en quelques mots vos activités liées à la formation, j'ai envie de dire. Et voilà, quelle place occupe la formation dans votre activité et aussi dans votre stratégie aujourd'hui? Donc moi j'ai effectivement une entreprise d'aujourd'hui 29 collaborateurs spécialisée en thermique fluide, ingénierie du bâtiment globalement. Alors je suis administrateur Sinov, on est dans deux syndicats, le syndicat ingénierie mais le syndicat numérique parce qu'on fait aussi des logiciels. Donc j'ai autant des ingénieurs bâtiments thermiciens traditionnels que des développeurs divers et variés. Je suis aussi formateur. Moi, je suis de métier, je suis électricien. J'ai un parcours un peu particulier. Je suis rentré sur le marché du travail avec un BTS électrotechnique. J'ai évolué en bureau d'études, en entreprise. Et puis finalement, un jour, je suis devenu thermicien en apprenant sur le tard et en me formant également.
Donc aujourd'hui, moi, je dispense des formations en électricité, pas avec l'IPTIC, avec d'autres organismes qui ont également dû passer par l'étape Quali-OPI et système ISO qualité. Et je suis également enseignant à l'ESTP à Cachan en électricité pour des jeunes élèves ingénieurs en première année pour leur donner un vernis technique et des notions. Donc c'est vrai que j'ai un peu le côté chef d'entreprise où moi j'ai des besoins de formation et j'ai vu fondre comme la neige au soleil ou avec le changement climatique ça a du sens les prises en charge de mes formations, mais quand je dis fondre, on est passé, moi j'ai un budget de formation de l'ordre de 20 à 40 000 euros par an. Je mets beaucoup d'argent sur la formation pour mes collaborateurs. Pour moi, c'est de la fidélisation, c'est de la montée en compétences et c'est de l'investissement pour l'entreprise. Alors, il faut distinguer aussi les formations. Il y a deux types de formations. On a les formations pénibles et je dirais et obligatoires. Alors, je suis désolé pour les gens qui font de l'AIPR et de l'habilitation électrique. Je suis désolé, hein, mais nous, en tant qu'ingénieurs, l'AIPR, bon, c'est pour aller se promener sur un chantier, répondre à un appel d'offres. Donc, pour moi, on perd du temps. Je suis pas d'accord. Évidemment. Moi, vous avez le droit. C'est un avis strictement personnel, ça n'engage que moi, mais on pourra tout à fait en discuter avec grand plaisir. C'est exprimé relativement à d'autres typologies de formation. C'est-à-dire que ça ne fait pas monter en compétence mes collaborateurs, c'est des formations pour la sécurité, pour les interventions à proximité des réseaux, j'en suis conscient, il y a des dangers, il y a des risques, il y a des procédures. Maintenant, quand je mets un collaborateur une journée à faire cette formation-là, son coût, la perte que j'ai moi de production en l'affectant à une formation, plus le coût de la formation et la non prise en charge OPCO Atlas parce que ça a été décidé que France Compétences disait que ce n'était pas une compétence, donc c'est moi qui la paye. Si je ne l'ai pas, je n'ai pas mes appels d'offres, donc je ne travaille pas, donc je la fais. Je ne discute pas sur ce fait-là, mais je préfère nettement aller vers une formation audit énergétique, par exemple, où là, on va confronter notre point de vue, on va faire évoluer nos collaborateurs, on va amener de la compétence, ou une formation encore mieux en management pour mes encadrants. Parce que là, moi j'estime qu'il y a une carence, on est ici quasiment que des techniques. Je ne sais pas s'il y a des formateurs ici en management ou en développement commercial, en animation d'équipe, mais c'est aujourd'hui une compétence où moi j'ai des super ingénieurs, comme le disait Frédéric, hein, ils arrivent, ils sont diplômés, ils ont fait de l'apprentissage, ils savent bosser. Par contre, les envoyer chez un client, gérer un dossier ou gérer un litige, c'est une autre histoire, et ça s'apprend sur le terrain, mais il y a aussi des méthodes en fait. Moi j'ai fait des formations, je vous rappelle, je suis technicien, je programmais des robots dans l'usine, aujourd'hui je dirige 29 personnes, j'ai des litiges tous les jours, je fais du commerce. J'ai appris, je suis sorti un peu de ma zone de confort et je suis allé chercher des gens qui m'ont appris à parler en public. Moi, je suis un grand timide, mais aujourd'hui je parle en public. Au-delà des compétences techniques, donc vous consacrez aussi une partie de votre formation et de celle de vos équipes à quelle typologie de compétences alors, si on devait les résumer Alors déjà, les interactions, la communication non violente, le fonctionnement, les processus de communication. On n'est pas tous fait pareil, on ne comprend pas tous la même chose, on a tous des postures dans la communication, mais ça s'apprend nulle part. Et tant qu'on n'a pas eu un petit regard là-dessus, on ne comprend pas pourquoi un manager, quand il dit quelque chose à un tel, il le braque. Il le braque parce qu'il ne marche pas pareil et que les deux en fait se comprennent pas du tout. Les soft skills. Ouais. J'ai pas placé l'anglicisme, c'est les soft skills, les compétences douces, les compétences relationnelles, voilà. Humaines, les compétences humaines. On est très sur les compétences techniques. Et il y a des financements pour ça? C'est pris en charge ce type de formation? Oui, après, souvent il y a un reste à charge. Voilà, je ne connais pas par cœur oui, et puis il y a des financements, mais beaucoup moins, comme le disait Frégé, beaucoup moins. Et donc, parfois, ce qui amène l'entreprise à faire des choix en termes de thématiques formation. Alors, je n'ai pas fini sur le budget, mais moi, mon budget de formation, avant, effectivement, j'avais 20 000 euros de formation, je récupérais 17-18 000 euros par an. Donc, sur une boîte qui fait 1,5 million, 2 millions, c'est quand même un budget, moi, que j'estime relativement conséquent. Aujourd'hui, je récupère 3-4 000 euros, quoi. Et j'ai les mêmes cotisations. Je n'ai pas eu de remise entre-temps, on ne m'a pas dit. Et quand je m'adresse à Pôle emploi, on ne m'adresse pas non plus des profils qui correspondent à mes besoins. Donc je ne sais pas où va l'argent, mais enfin c'est un peu général au niveau. Pic emploi et apprentissage, globalement, c'est les deux. L'apprentissage, c'est très bien. Voilà. Les dispositifs de soutien de l'apprentissage, c'est très bien. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'apprentis parce que j'estime qu'un métier, ça s'apprend. D'une part, on parlait des cas tests en formation et d'aller par exemple vers des ingénieurs plus expérimentés, mais c'est comme ça qu'on apprend le métier. Quand on a un problème, qu'on va voir quelqu'un qui sait, qu'on partage, c'est un métier avant tout humain, c'est pas que des bouquins, de la technique, des équations et des normes.
C'est aussi l'interprétation de la norme, la compréhension, la simplification, la vulgarisation qui fait qu'on arrive à communiquer ça et à être efficace dans son boulot. Et c'est vrai que sur la formation, du coup, pour moi, il y a des enjeux il y a même conséquents. Il y a même des passerelles, même des connexions hyper fortes. En préparant cet échange d'aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel vous m'avez dit, Pierrick, on a parlé un petit peu tout à l'heure en se présentant. Le BIM, aujourd'hui, c'est présenté souvent sous l'angle de la maquette numérique, l'outil, alors que… En fait, le BIM, c'est un processus de travail collaboratif avec un outil logiciel. Quand on fait une réunion avec des plans papier, qu'on se parle, qu'on échange des informations, en fait, c'est du travail collaboratif. C'est juste qu'on n'a pas le même support d'échange de données. La formation BIM, c'est utiliser l'outil et l'utiliser tous correctement. Voilà, donc moi, du BIM, on en fait, moi, des réunions de synthèse papier-crayon avec des plans, j'en fais depuis 20 ans. Donc, le collaboratif existe depuis toujours. Le BIM ou alors des compétences humaines dans des évolutions, des tendances plutôt regardées sous l'angle technique, ça, Frédéric, dans les formations, c'est des choses qui arrivent progressivement dans le catalogue, dans la panoplie des compétences à développer, les compétences humaines, ou c'est encore timide? Globalement, c'est des choses qu'on veut développer. Voilà. C'est encore un peu trop timide, mais je pense qu'il y a aussi la maturité du marché. Et IPTIC, d'ailleurs, était positionné sur des formations BIM logicielles. On n'y est plus, on n'y sera plus, parce que ce n'est pas notre cœur métier. C'est des auditeurs de logiciels, souvent, qui le font mieux que nous. Voilà. Donc on aurait plutôt vocation, dans le BIM, à garder des formations logicielles très spécifiques, qui ont une forte valeur ajoutée, et après aller plutôt sur des formations collaboratives, management du BIM. Ouais. Alexandra, est-ce que parmi vos clients, les gens que vous accompagnez, vous avez des profils qui viennent de ces secteurs identifiés, j'ai envie de dire, tamponnés, estampillés, plutôt techniques, l'ingénierie, la construction, etc., qui ont besoin ou qui vous sollicitent pour d'autres types de compétences, ou en tout cas qui ont ces projets de développement de compétences? Quelle que soit la branche professionnelle, c'est une tendance qu'on retrouve depuis quelques années. Autant il y a assez longtemps, on était beaucoup sur le développement des compétences techniques. Chaque fois qu'on parlait compétences, on pensait tout de suite compétences techniques. Aujourd'hui, on voit à quelle vitesse évoluent et vous, dans vos domaines, vous êtes très bien placés pour le savoir, à quelle vitesse évolue la technique. Donc, on prend conscience que les compétences techniques, certes, elles sont importantes, mais elles s'acquièrent, en fait. De toute façon, il faut les renouveler régulièrement. Et on s'aperçoit, quelle que soit la filière, quelle que soit la branche professionnelle, que finalement, ce qui devient de plus en plus important, ce sont les compétences comportementales. Alors, soft skills, mais que je traduis en français par compétences comportementales, puisque ce sont des compétences qui s'acquièrent aussi et qui sont parfois plus difficiles à acquérir presque que certaines compétences techniques. Donc, c'est un développement qu'on a dans toutes les entreprises, quelle que soit la branche d'activité. C'est un développement qui a aussi été permis, comme quoi il a été entendu aussi lors de la dernière réforme de la formation, puisque on est passé de formation à des actions de développement des compétences qui permettent du coup d'avoir une notion un peu plus large de la formation et de faire rentrer ce genre d'action dans la formation, ce qui n'était absolument pas possible avant. Voilà. Mireille Petit-Colin, je vous vois acquiescer. C'est des choses que vous observez fortement? Oui, en fait, avant, l'OPCA ne prenait pas en charge bien souvent ce qu'on appelait à l'époque développement personnel, voilà, puisque ce n'était pas du tout considéré comme de la formation. Et maintenant, nous sommes passés dans un paradigme compétences, et ça, c'est vraiment le maître mot. Maintenant, voilà, c'est plus formation, mais c'est formation, mais et compétences. Du coup, effectivement, le spectre s'est véritablement élargi. Et il faut vraiment prendre ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ouais, tout à fait. D'accord. Je reste avec vous. Parmi les grands bouleversements ou les transitions que le secteur de la formation connaît ou a connu de manière encore plus forte ces dernières années, l'accélération, on l'a évoqué déjà un peu ce matin, du distanciel, l'apparition des nouveaux formats, l'hybridation physique digitale, le découpage des contenus, la création de formations asynchrones, etc. On s'y perd quand même un petit peu. Quand on est formateur, on essaie de se mettre un peu à la page.
de dire, bon, moi, demain, pour répondre aux besoins du marché, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les tendances fortes que vous mesurez alors, en tant évidemment que délégué emploi, formation, études, mais au sein des instances auxquelles vous participez, au travers des études qui sont menées, qu'est-ce qui se dessine? Effectivement, maintenant qu'on parle de compétences, il y a les modalités du coup d'apprentissage qui ont fortement évolué et qui ont été précipitées, je dirais, par la crise Covid. Clairement, je pense qu'on serait allé beaucoup moins vite en fait s'il n'y avait pas eu voilà, cette digitalisation des actions de formation. La tendance, en fait, c'est qu'on essaie d'aller sur des modèles de cycle, d'apprentissage beaucoup plus courts. Alors, maintenant, on a beaucoup de titres, en fait, qui sont organisés en blocs de compétences, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, on prenait un titre et puis on allait jusqu'au bout. Maintenant, le répertoire national des certifications, beaucoup de titres sont organisés en blocs. C'est-à-dire qu'on peut aller faire un bloc, voilà, on est évalué, on a le premier bloc. Après, si l'année suivante, on veut aller faire le second, etc., maintenant, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Et puis, on a aussi des nouvelles choses qui sont arrivées et qui commencent à arriver, notamment au niveau de la reconnaissance de ces compétences. On est en train, nous, au sein de la branche et au sein de locaux, on est en train de réfléchir sur des choses comme les open badges. Quand vous allez maintenant sur LinkedIn, voilà, on vous propose de suivre une formation. On atteste en fait rapidement en fait voilà, on fait une évaluation. Donc après, à mon avis, elle n'est pas voilà, mais on atteste quand même de certaines compétences. Et comme ça, vous avez le droit de les mettre sur votre profil LinkedIn, etc. C'est ça qu'on appelle un badge? Non, c'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous la notion d'open badge, parce qu'on est un peu dans le jargon de la formation, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est des reconnaissances alors moi je suis pas spécialiste, mais c'est une reconnaissance des compétences au travers de plateformes. Voilà. Et là on est encore complètement dans le numérique cette sorte de pur et tampon dur. Qui atteste d'un palier atteint, c'est ça, Alexandra, oui, c'est ça. C'est sur des plateformes où quand on a atteint un certain niveau, du coup on a le droit à un badge qui permet d'attester qu'on a cette compétence, mais c'est la plateforme, selon les critères de cette plateforme-là. Et donc souvent sur des formats où on est autonome, c'est ça? Qu'on peut suivre, donc on peut suivre de manière autonome à son rythme aussi, c'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, on est surtout sur une idée de reconnaissance des compétences. Mais c'est juste pour vous dire que il n'y a pas si longtemps que ça, quand on allait tous, une ville comme Orléans, quand on montait à Paris pour aller suivre une formation en présentiel pendant 2 jours, ça c'est terminé. Et je crois que les organismes de formation qui vont pas suivre le rythme en fait, et qui est extrêmement rapide de toutes ces évolutions, de toutes ces mutations, ils resteront malheureusement en arrière. Et alors c'est pas facile pour les formateurs parce que il faut se mettre en marche. Mais aujourd'hui, on voit bien ce sens. Le cirage des chaussures. Pardon ? On gagne sur le pantalon et puis les cirage. oui. Mais le haut à montrer. J'ai pas précisé, on a une petite série de questions-réponses aussi à la fin de la table ronde. Donc, gardez ça sous le coude, bien au chaud. Ça ne veut pas dire, gardez, mais ça peut générer des échanges intéressants tout à l'heure. Alors, très concrètement aussi, est-ce qu'il y a d'autres types de formats, d'autres types de modalités vous êtes certifié AFEST, je crois, en tant que formatrice. C'est quoi, par exemple, ça? On l'entend parler, mais c'est des acronymes. Effectivement, donc je suis référente AFEST. J'ai passé la certification l'année dernière. Donc là aussi, et là c'est porté par l'État. Donc c'est vraiment là on voit bien la volonté politique. Donc AFEST, action de formation en situation de travail. On est vraiment sur une nouvelle modalité d'apprentissage. Avant, si je veux faire simple, il y avait une déconnexion entre la formation et le travail. C'est-à-dire, les salariés allaient dans leur entreprise, travailler, et quand ils allaient en formation, ils quittaient leur entreprise pour aller en centre de formation, en présentiel, en salle de formation. L'AFEST renverse complètement les choses, c'est-à-dire qu'on va prendre la formation et on va l'emmener
non pas dans l'entreprise, mais ça va encore plus loin, sur le poste de travail. Et donc la FEST est apparue avec la loi de 2018. Et on est vraiment dans une autre pensée des modalités d'apprentissage. Alors c'est encore compliqué à mettre en place puisqu'il y a tout un formalisme très compliqué quand même, notamment pour les toutes petites structures. Mais c'est pour vous montrer le sens du vent en fait et le sens de l'histoire. C'est qu'on ne retournera plus en fait sur le présentiel, sur les formations un petit peu en masse comme ça. La FEST est quelque chose d'extrêmement souple puisque ce sont des séquences de formation 1 heure, 2 heures. On fait une évaluation, il y a des phases réflexives aussi qui sont mises en place, c'est-à-dire c'est la manière d'apprendre en fait. Sur la FEST, on est là. Ce n'est plus du descendant en termes de connaissances, c'est comment j'apprends. Donc il y a des phases réflexives qui sont faites avec le salarié pour dire comment tu as appris, qu'est-ce que tu as appris sur les prochains apprentissages, comment tu vas le faire. Et il y a toutes ces modalités pédagogiques qui sont maintenant dans les AFEST. Et voilà, donc on est vraiment sur cette mouvance. Et voilà. En tant que formateur, soyez vraiment attentifs à ce qui se passe, intéressez-vous à l'environnement. Aujourd'hui, il y a vraiment des théoriciens de la formation, des universitaires qui travaillent sur ces sujets-là. Suivez les travaux parce que je pense que c'est important aussi pour votre profession d'avoir cette vision. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet générationnel? C'est-à-dire que les jeunes diplômés qui ont été habitués aussi à consommer des cours à distance, qui vont chercher eux-mêmes leurs connaissances un peu partout, en googlisant, je résume, est-ce que ces jeunes diplômés qui sont les futurs talents et salariés, cadres, dirigeants peut-être des entreprises de demain, il y a un effet vraiment concret ou est-ce que c'est du fantasme ça? Est-ce que malgré tout le présentiel va quand même garder une importance? Alors pour l'instant on est encore dans un modèle hybride, je dirais, mais non, clairement avec la jeune génération qui arrive, qui a l'habitude des écrans, qui ne lisent plus, voilà, donc leur passer pendant une journée entière des slides, ça va plus du tout être le format. Je pense qu'il va falloir être vraiment très inventif. Hein. Il y a une étude aussi à DESAT, là, qui n'est pas encore sur le site de la DESAT, mais nous avons mené une étude sur la vision des jeunes du marché du travail. Voilà, aujourd'hui, ce sont des jeunes voilà, il faut qu'il y ait du sens en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, si on reprend la formation de tout à l'heure, je suis obligée de passer telle compétence pour rentrer sur un marché et que ça n'apporte pas de sens. Enfin, voilà, ce genre de formation comme ça va être de plus en fait assez. D'accord. Petit sondage dans la salle. Qui s'intéresse de recevoir ce type d'études pour même les études au pied qui montrent un peu les tendances du marché à main levée comme ça? Ok, bon, une bonne moitié au moins de la salle. Bon, message pour les équipes IPTIC. Il y a des petits documents à envoyer après. Non, mais si ça peut vous apporter, vous alimenter par la suite. Vous enverrez les synthèses. Voilà. Uniquement les synthèses. Les synthèses. D'accord. Alors Julien, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi formateur et en tant que tel et aussi en tant qu'enseignant du coup, hein, c'est deux rôles, formation professionnelle, formation pour des voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions et vous en êtes où aujourd'hui finalement de ces évolutions? C'est bon au taquet en première ligne? Je suis à l'âge de pierre avec mes PowerPoint, mes cas d'études et mes papiers parce que c'est vrai que c'est les nouvelles méthodes pédagogiques, rentrer nos formations dans des outils, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de réflexion. Il faut vraiment avoir des déroulés assez précis, avoir une bonne idée de comment susciter l'intérêt, accrocher, relever l'attention. Enfin, je sais pas, il me semble que c'est un lieu commun, mais avec les réseaux sociaux, les gens ont en moyenne, quand ils regardent un post, 14 secondes d'attention. Et moi, je le ressens avec les jeunes en école d'ingénieur. Si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne me renouvelle pas, je ne change pas, je ne me lève pas, je ne fais pas autre chose, j'en ai la moitié qui sont sur le téléphone ou ils ont des ordinateurs maintenant en cours. Mais quand je me mets derrière la salle, ils ne sont pas du tout en train de bosser. Il y en a la moitié qui jouent, les autres qui sont sur les je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'accrocher l'attention, gamifier un peu la formation aussi. Alors, je suis à l'âge de pierre, j'ai encore mes PowerPoint sur ma clé USB, hein, clairement. Mais c'est que le coût, pour moi, le coût de transformation, il est extrêmement important. Et aujourd'hui,
j'ai pas un outil, j'ai pas trouvé en fait la formule, l'outil, le support qui me permette de rentrer dans ce jeu-là. Et malgré tout, moi j'apprécie le présentiel parce qu'on est dans des métiers humains et quand on forme les gens, qu'on voit les réactions, on ressent des choses, on a des échanges au café même ou par ailleurs. Et je dirais que le métier de formateur, c'est aussi ça, et l'enseignement, c'est aussi ça, c'est les relations humaines. Et ça, moi, ça me fait de la peine d'être calé derrière un ordinateur et de ne pas pouvoir interagir avec les gens, ne serait-ce que manger ensemble le midi quand on fait une formation, quoi. Il y a autre chose, il y a… En même temps, vous avez suivi un petit traumatisme. Hein. Vous Ouais, avez dit, vous-même, vous aviez une formation, c'est ça? J'en ai commencé une. Moi, c'est 2 jours Ça va aussi, parler un peu peut-être à comme pas mal de personnes. les SSI, donc un peu présentation au début, 1 ou 2 cas à traiter. Un mois après, on se revoit et puis on corrige. Donc on démarre la formation, puis 17 mars 2020, jour du confinement, entre les deux, quoi, 2020. On range les affaires, faut organiser la 2e session. Ah, on ne peut pas le faire en présentiel. Bon, on va le faire sur Teams avec les PowerPoint. Que des pastilles avec les initiales, les micros coupés pendant 8 heures. Moi, j'ai souffert. Hein. Et les gens en face aussi, je pense que tout le monde a souffert de cette formation. Et je me suis dit depuis, je me refuse à faire ce genre de truc-là. C'est présentiel ou rien tant que je n'ai pas trouvé mieux. Et pour l'instant, effectivement, le mieux, c'est compliqué. Alors, vous avez déjà identifié quand même des pistes quand même de progrès pour changer un peu votre manière de faire? Oui, j'ai bien ma petite idée, mais… Partagez, hein, on est là pour ça. Hein. Alors sans dévoiler un plan stratégique. Quoi. C'est hyper stratégique, c'est la révolution. Non, mais c'est que, effectivement, le faire par petits modules plutôt à la guise des gens qui sont formés en faisant un petit peu de vidéo, un peu de présentation, des liens Internet aussi, parce que de toute façon, comme tu le disais, Google, moi les ingés, ils ne savent pas un truc, tout le monde c'est Google. Hein. Et Google a raison, hein, donc voilà. Donc un peu sous ce thème-là, les faire chercher aussi, mais vérifier leurs sources documentaires, un peu sous forme de jeu de piste. Il y a des choses à faire, mais la plateforme qui me permette de faire ça, de le surveiller, de le suivre aussi dans le cadre de Calliope sur les temps de formation et la transposition, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, je n'ai pas la connaissance de l'outil qui permette de faire ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé quand même de vivre une bonne expérience de formation à distance? On évoquait un cas particulier de quelqu'un qui se reconnaîtra. C'est vrai. Alors, vous parliez, je reviens juste sur un truc, vous parliez des tendances de marché, de la vision à 3 ans, 5 ans. Moi, quand j'appelle l'IPTIC et quand j'appelle les commerciaux, c'est que je suis dans la panade parce que j'ai les dossiers qui sont là, je manque de monde, mes gars ne sont pas formés, il faut qu'on y aille et on a de la demande client. Donc c'est vrai qu'il y a deux tempos, hein. Il y a le tempo de la vision à long terme et il y a le court terme, il faut qu'on ait des gars formés. Donc moi j'ai formé pas mal de monde à l'audit énergétique en maison individuelle et en bâtiment collectif d'habitation parce qu'en ce moment le marché est là. Hein. Tout le monde veut faire des audits énergétiques et rénover sa maison. Et on a fait appel à Rémi qui est juste là, moi je l'ai eu en formation et je trouve que l'animation était pas mal avec un cas fil rouge, des petits travaux en groupe et puis on revient en séance collective, c'est rythmé, il y a des pauses. Je ne me suis pas ennuyé du tout, au contraire. Alors, moi, j'ai fait la formation pour la qualification parce que je sais faire les audits, et c'est pas mal aussi de voir comment les pratiques, de comparer les pratiques. Et cette session-là, moi, j'ai apprécié le travail qui a été fait sur la préparation, le cas test, l'envoi préalable des éléments qui permet déjà de se dire, bon, on va se confronter à ça quand même. Et le test de connexion et des logiciels préalables aussi dont on parlait, est-ce que ça marche bien avant de démarrer le matin? Et finalement, est-ce que… oui, alors, on sent le vécu, hein, on sent le vécu dans la salle. Est-ce que finalement, avec ce recul aujourd'hui, est-ce que par rapport à ces évolutions et ces nouvelles possibilités, ces nouvelles pistes à explorer un petit peu de pédagogique, entre guillemets, le digital apporte un plus finalement quand même par rapport à ce qu'on peut faire en présentiel? C'est comme tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Le plus pour moi du digital, c'est effectivement quand on est à Orléans, qu'on doit monter à Paris, on perd du temps, ça coûte cher, il y a l'hébergement, machin. Là, on est au bureau, on fait ça un peu comme on veut, on se met dans un coin, on peut le faire à la maison, c'est hyper pratique. Et ça parle au porte-monnaie aussi, hein. Ça parle au porte-monnaie pour l'entreprise aussi, mais bon, à la limite, c'est annexe. Le pendant, c'est vrai qu'après… Parfois, il y a des participants dedans qui sont un peu moins là. Rémi, il y avait une personne, par exemple, on n'a jamais vu sa tête et elle n'avait pas de micro. Donc, je me connecte, je n'ai pas de webcam, pas de micro. Fais autre chose. Enfin, moi, heureusement, il y en avait qu'une. Il y en avait qu'une. Non, mais des fois, il suffit d'une pour créer un effet viral. Ah, lui, il le fait, je me déconnecte aussi. Après, il y a aussi la sobriété numérique où quand on est connecté 8 heures, ça ne sert à rien d'avoir les caméras. On peut aussi les couper, mais il faut savoir un peu alterner, interagir. Pour garder un contact quand même. Et avec les étudiants, j'ai eu aussi des sessions à distance pendant le confinement. C'est encore pire, les étudiants. C'est écran noir. Hein,
Et les profs. Alors, Bah, moi, j'ai mis la vidéo parce que... Oui, moi j'ai fait une session avec les profs. C'était pire que les étudiants. À un moment, ils s'en sont rendus compte. Moi, je suis vacataire, je suis pas prof. Hein. Je suis vacataire, mais j'ai fait une formation avec les profs. Ouais. Je peux te dire que c'était... Alexandra, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que parmi vos clients, ceux que vous accompagnez, il y a des gens qui, vous avez observé, des gens qui étaient hyper réfractaires au démarrage, voire même peut-être apeurés par ce qui se passait, ces transformations, et qui finalement, est-ce que vous avez observé des évolutions finalement dans l'appropriation, l'acceptation de ces nouveaux modes de formation? Oui, bien sûr. C'est vrai que ce qu'on a connu avec le Covid, ça nous a fait accélérer. Je reviens exactement sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'on a gagné 5 ans en évolution de la formation. Voire peut-être plus, oui, même sur l'évolution de la formation. Mais en même temps, c'était une évolution qui était déjà préparée. Derrière, on le préparait dans les grandes entreprises. On savait qu'on allait passer au digital. On l'avait préparé. On voyait aussi que c'était préparé par la législation, comme on disait tout à l'heure, par le fait d'ouvrir la formation et de parler de développement des compétences et d'ouvrir sur du coup les compétences comportementales. Parce que après, la formation digitale, alors dans les entreprises, ça se traduit aussi en fait par deux axes de formation. C'est continuer à prévoir des formations pour les salariés en disant bah voilà, vous êtes formés à tel jour, telle heure, vous vous connectez ou vous allez en formation présentielle. Et l'autre axe, c'est de dire bah on met aussi en place des plateformes avec des modules de formation qui vont être à disposition, donc des modules e-learning ou des capsules autres qui vont être à disposition des salariés. Mais sauf que pour pouvoir faire ça, ça veut dire que derrière, c'est aussi accompagner les salariés pour apprendre différemment. Donc apprendre à être, parce qu'on parlait des jeunes qui ont peut-être, et encore je ne suis pas sûre qu'ils soient tous dans cette dynamique-là, mais après il faut emmener tout le monde dans cette dynamique-là, de dire quand j'ai un souci, bah, je vais aller chercher l'information et je vais me former par moi-même. Et puis après, c'est aussi être à l'aise sur les formats digitaux. Alors dans les évolutions, c'est vrai qu'au moment du Covid, quand il a fallu qu'on bascule en distanciel, moi, en tant que formatrice, je l'ai vu, j'avais des personnes qui se connectaient pour la première fois en visio, qui ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Et du coup, quelque part, alors on avait beaucoup de problèmes techniques parce que les gens ne savaient pas trop faire. Aujourd'hui, les problèmes techniques, on les a moins. Généralement, les gens aujourd'hui, c'est bon, ils connaissent la visio. Mais je dirais que, alors moi, je m'en aperçois sur mes formations à moi, j'ai peut-être moins le respect, je trouve, que j'avais au début. C'est-à-dire qu'au début, les gens, finalement, ils faisaient la formation en distance comme une formation en présentiel. Pour eux, c'était important d'avoir la caméra, d'avoir le micro, parce que les échanges étaient importants. Aujourd'hui, on a pris tellement l'habitude de la visio que... oui, on prend ses aises. On voit plus facilement les gens qui coupent la caméra, qui coupent le micro, qui répondent aux mails en même temps. Et ça demande. La caméra, on entend le bruit du percolateur à côté. Donc ça demande peut-être à recadrer un petit peu plus qu'avant. Merci. Mireille Le Petit-Colin, les bureaux d'études, finalement, dans ces évolutions, on a parlé. On a parlé d'évolution, on a parlé des soft skills, on a parlé d'accompagner des transformations, d'accompagner des clients, leur apprendre à mieux apprendre, rétablir une nouvelle relation. Ça me fait beaucoup penser quand même, ça me fait penser au métier du conseil, de la prestation intellectuelle, qui est une part importante dans le métier, dans la valeur ajoutée des bureaux d'études, notamment des métiers de l'ingénierie, ce côté conseil, accompagnement. Quel rôle spécifique peuvent et vont jouer, selon vous, les bureaux d'études dans ces évolutions des modalités de formation et les transformations en cours? Alors oui, effectivement, je dirais que pour notre branche et donc les entreprises vraiment sur la vente de la prestation intellectuelle, double enjeu parce que ce sont les premiers quelque part qui devront être formés, puisque après il y aura à accompagner leur entreprise cliente. Donc je dirais, voilà, pour nos entreprises, c'est vraiment extrêmement important d'intégrer vraiment ces mutations, de les comprendre et surtout de s'y former parce que voilà, demain,
faudra le faire avec les clients. D'accord. Donc, doublement concerné finalement. Doublement Pour concerné. eux, en tant Oui. qu'entreprise et aussi après pour porter ces Exactement. transformations auprès de leurs clients. Exactement. D'accord. Que ça soit sur le modalité d'apprentissage ou sur les compétences métiers, hein, les cabinets d'études techniques. C'est pour ça d'où l'importance des études. Les cabinets, les consultants en fait, qui ont le rôle de consultants, doivent maîtriser toutes les compétences et pour pouvoir aller chez le client et bien avant tout le monde. En fait. Julien, ces compétences à la fois techniques, mais aussi comportementales, relationnelles, humaines, vous vous en servez pour accompagner vos clients, au-delà de votre propre fonctionnement, vous-même en tant que chef d'entreprise avec vos équipes, cette partie conseil, cette partie gestion de projet peut-être dans vos métiers, ça vous sert? Est-ce que vous les transmettez même à vos clients, un peu dans vos pratiques finalement? Notre rôle d'accompagnement quand on est sollicité pour de la maîtrise d'œuvre ou de l'audit énergétique, c'est justement d'apporter de la méthodologie, du cadrage, de la gestion de projet, de la gestion budgétaire. De la négociation, des tensions parfois? De la négociation, oui. On consulte les entreprises pour nos clients, on vérifie les prix, on met les entreprises autour d'une table, on refait faire les bordereaux de prix. C'est notre rôle de conseil auprès du client et c'est notre prestation aussi. La réception des travaux, le suivi des travaux, c'est très conflictuel hein, quand on est sur le chantier et qu'on nous dit vous avez fait une connerie dans votre cahier des charges, moi je ne ferai pas les travaux. Nous, on n'est pas très bien vis-à-vis du client parce qu'on a fait une connerie dans notre cahier des charges. Enfin, il y a des situations un peu ubuesques à gérer et c'est au quotidien qu'on doit mettre ces compétences au service de nos clients et je pense il me plaît à penser que nos clients aussi apprennent de ces manières de faire. En égo entreprise, les jeunes chefs d'opération pas très expérimentés, au bout de 3-4 négos, ils commencent à prendre un peu d'assurance et à parler. Alors qu'au début, ils sont derrière leurs feuilles, ils ont peur de se faire manger en réunion de chantier. Puis au bout d'un moment… Ça compte pour vous, ça vous devez recruter quelqu'un. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui sur le marché? Alexandra disait tout à l'heure, les compétences techniques, ça s'apprend. Mais du coup, c'est tendu en ce moment, non? Alors oui, déjà le marché, je pense que la formation professionnelle a un très bel avenir devant elle parce que c'est une catastrophe le marché du recrutement. Moi, je trouve personne, voilà, et j'embauche des gens. Pour vous donner un exemple, Rémi a formé une personne qui était mandataire immobilier à l'audit énergétique. Parce que quelqu'un de dispo qui connaît un peu les clients, finalement, mandataire, on a une relation avec le client. Après, c'est de la technique, c'est la maîtrise du logiciel, de la connaissance, et nous, on l'accompagne au sein de l'équipe pour la faire monter en compétences. Donc, le marché du recrutement, une véritable catastrophe. Et ta question, du coup, je l'ai bouffée. Au-delà des compétences techniques, finalement, cette personne qui a été formée, elle devait avoir pas que des compétences techniques, elle devait aussi certainement avoir des qualités humaines recherchées aujourd'hui. Elle avait surtout des qualités humaines et le métier correspondait à ce qu'elle a envie de faire. Donc, plutôt être sur le terrain, aller voir des clients particuliers, accompagner, être auprès des clients pour leurs projets, que ce soit un projet de vente ou un projet d'amélioration énergétique. Donc, on lui a donné les compétences techniques. Mais par ailleurs, un jeune ingénieur qui arrive avec des compétences techniques, on va plutôt essayer de lui donner les compétences humaines. Donc c'est vrai que c'est une transmission un peu à double sens. Et moi, je n'ai pas le choix aujourd'hui que de me dire, en recrutement, un mec qui est motivé, qui donne envie, qui sait parler, qui montre qu'il a envie d'apprendre, que si je le colle en formation, il va aussi aller chercher, aller discuter avec ses collègues, chercher l'info, il a envie de monter en compétences. Moi, je préfère embaucher une personne comme ça qui a envie, qui n'a pas la technique mais qui a envie, que quelqu'un qui arrive en me disant « alors moi, mon CV, voilà, c'est ça, c'est tant, et puis c'est comme ça ». Bon, je ne les ai pas ceux-là non plus, hein, mais, mais à défaut, je pense que on parlait de mutation hein, et d'accompagner les transformations. Les marchés se transforment, la société se transforme, l'arrivée du digital transforme les métiers, les caisses automatiques par exemple, pour donner un exemple, demain il n'y aura à mon avis plus beaucoup de caissières, il va falloir faire quelque chose de ces gens-là, alors qu'ils se trouvent un nouveau métier. Il y a beaucoup d'opportunités, la société change et la formation est là pour être à mon avis le relais et l'accompagnant, l'acteur de la transformation et plusieurs fois dans la même vie. Et c'est aussi un levier du coup de visibilité, d'attractivité, de valoriser ce qu'on fait en formation, c'est-à-dire que ça vaut le coup de communiquer sur le fait qu'on forme beaucoup ces équipes? Ça peut attirer des gens à vous rejoindre? Il y a eu des études aussi comme ça au sein de la branche en disant quand vous recrutez un jeune, quelles sont ses premières questions? Alors, on recrute en ce moment, la première question c'est le télétravail, est-ce qu'on fait du télétravail?
Bon, bah oui, nous on en fait, mais pas au début, parce que quand on se connaît pas, c'est pas facile de se connaître, donc on en fait après. Le salaire, la mutuelle, c'est devenu en bas de la liste. Et sinon, en termes de plan de carrière, d'évolution, demain, qu'est-ce que je vais faire chez vous? Est-ce que vous avez des projets intéressants ou est-ce que c'est que des projets pourris? Alors bon, tous les dossiers qu'on a, de toute façon, on a des problèmes dans tous les dossiers, c'est notre métier de résoudre des problèmes. Mais il y a vraiment cet enjeu de comment je vais grandir avec l'entreprise, et ça devient un espèce d'écosystème, une tribu. Il y a un côté tribal, un côté famille, comme on en parlait, où quel est mon rôle, et demain, est-ce que si j'avance, je pourrais encadrer du monde, ou si j'ai pas du tout envie. Dans ce collectif, quoi. C'est quoi mon projet dans ce collectif? Et on est obligé, nous, de faire. Moi, je suis obligé de faire des efforts pour aller vers le recueil de ces aspirations des collaborateurs, ce que je fais peut-être pas bien aujourd'hui, mais j'ai vu que le système de plan de compétences, enfin de bilan de compétences, d'accompagnement, c'est peut-être quelque chose aussi à implémenter pour mieux préparer les plans de formation et les parcours de carrière. Mais c'est vraiment un enjeu aussi pour les employeurs pour retenir, fidéliser les collaborateurs. Parce que les jeunes aujourd'hui, ça va pas, c'est pas grave, je vais faire un tour du monde, je reviens dans 2 ans, il y a Pôle emploi, on fait une rupture conventionnelle, tout va bien. Donc c'est aussi un changement pour les entreprises. Et les coûts de recrutement sont par ailleurs très élevés. Donc pour moi, l'équilibre financier n'est pas idiot d'investir en amont plutôt que de dépenser en aval pour renouveler les collaborateurs. Super. En tout cas, merci à vous pour tous vos témoignages. Moi, j'aurais une dernière question quand même. J'ai envie de faire un petit tour de table pour vous, parce qu'ici, on a des formateurs, on a aussi des personnes qui sont impactées, concernées par la commercialisation de la formation, la gestion de la formation, la communication sur la formation. Si vous aviez un message à leur adresser par rapport à ce qui vient d'être dit, ces enjeux, quel rôle ils ont à jouer, voilà, est-ce que vous avez un message à leur faire passer ou des convictions à partager? On reste avec vous, Julien, et puis on va finir par Frédéric, comme ça, en parcourant la table. La formation, je pense qu'on est sur un marché qui ne s'éteindra pas demain. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, et effectivement, il y a des enjeux de reconversion, des enjeux de transition, de transformation, autant de la société, des métiers que des pratiques. Et c'est plus la technique, je pense que tout cela, vous maîtrisez parfaitement techniquement vos sujets, mais c'est plus là, il va falloir apprendre en tant que formateur sur la pédagogie et la manière de transmettre ces savoir-faire. Donc c'est plutôt sur les soft skills, sur les savoir-être et sur l'apprentissage que les efforts devront se porter. Mais pour moi, le marché là, de la formation, il y a... Mireille Le Petit-Colin, un message, des convictions à partager? Oui, alors peut-être deux messages. Le premier, vraiment soyez attentifs aux nouvelles modalités d'apprentissage qui sortent, parce qu'en tant que formateur, je pense qu'il est vraiment important que vous soyez très conscient des évolutions. Et ensuite, aussi prendre conscience que la formation, maintenant, c'est un investissement, puisqu'on parlait des financements tout à l'heure. Faut pas rêver, plus le temps du FAFIEC est bien terminé, on n'y reviendra pas, il y aura beaucoup moins de fonds. Donc ça veut dire que pour les entreprises, il y a un reste à charge. Donc s'il y a un reste à charge, c'est que c'est un investissement et l'entreprise attend un retour sur son investissement. Et donc, le rôle de l'organisme de formation, le rôle du formateur, ici, vraiment prend toute son importance. Et moi, je viens de l'industrie, donc j'ai longtemps œuvré dans les OPCA. Quand j'allais voir les entreprises, je dis, quand vous achetez une machine, vous calculez tout un tas de retours sur investissement et vous attendez que la machine vous apporte ce que vous attendez. Quand on est sur les métiers de la prestation intellectuelle, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous n'achetez pas de machine, mais voilà, l'entreprise achète maintenant de la formation, contrairement à avant. Et cet acte d'achat, c'est foncièrement maintenant très différent. Et donc l'entreprise attend vraiment des choses derrière. Donc ça aussi, pensez-y parce que c'est vraiment important. Mais aussi l'entreprise a du ménage à faire, on en parlait avec Frédéric tout à l'heure. Et voilà, aujourd'hui qu'on est maintenant sur le digital, il faut vraiment qu'elle aussi vérifie que ses salariés ne se déconnectent pas parce que voilà, ils n'ont pas le temps, ils ont la réunion qui vient et hop, j'avais mon module de formation, voilà. Donc chacun on parle aussi des prises de l'attention. Voilà, exactement. Mais en tout cas, cet acte d'achat maintenant par l'entreprise
aussi Ça essentiel. change la donne, quoi. Oui, oui, Il tout y a à un fait. rééquilibrage quelque part des forces, en tout cas. Tout à fait, parce qu'on parlait de ouais. voilà, les ACN aujourd'hui, elles ont quand Action collective nationale. voilà, quand une entreprise achète, alors elle n'a pas l'impression d'acheter parce que c'est financé par l'OPCO, mais mine de rien, ce sont les cotisations des entreprises derrière qui en payent au moins maintenant une partie. Quand voilà, quand au niveau des ACN, c'est bien donc c'est pas gratuit en fait pour l'entreprise. Enfin, c'est pas gratuit. Ce sont vraiment les cotisations derrière qui viennent financer ces actions de formation. Et parfois l'entreprise, comme c'est financé, on a l'impression aussi que c'est gratuit. Ben bon, c'est pas gratuit. C'est $1. Et voilà. On a l'impression que c'est $1. Mais non, c'est pas gratuit parce que derrière il y a des financements qui proviennent des cotisations de leur entreprise. Mais c'est vrai que comme les circuits sont un petit peu compliqués à comprendre. Mais malgré tout, une tendance, on a bien compris, à de plus en plus de fonds propres. C'est ça, hein, Oui, ça, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'après, ça va un petit peu glisser parce qu'il y aura des restes à charge. Et du coup, elle va comprendre qu'elle achète. Quand elle commande sur la plateforme de l'OPCO sa demande de prise en charge. Donc ça va peut-être mettre encore plus en avant la notion de valeur de la formation, finalement, plutôt que le coût, quoi. La valeur qu'elle... Ah oui, et puis quand on achète quelque chose, on attend un retour sur notre achat. Voilà, et on bascule aussi vers ça. Avant, quand l'OPCO ou l'OPCA, plus exactement, parce qu'il y avait des OPCA très pauvres, mais aussi des très riches, FAFIEC était très riche, donc il n'y avait rien à dépenser, comme le disait Julien. Voilà. Et des fois, les entreprises, du coup, avaient... je trouve que c'était gratuit, du coup. Mais maintenant, avec l'acte d'achat et le reste à charge, les choses aussi vont changer. Il peut y avoir aussi une vraie logique de marché, oui, et peut-être une exigence accrue de l'entreprise et les attentes, en fait. Merci. Alexandra, une réaction, un commentaire, des convictions fortes à partager aussi, soit en tant qu'experte de l'accompagnement à ces nouveaux modes de formation, et aussi en tant que formatrice, finalement. Oui, plusieurs choses. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des mutations des métiers et de l'accompagnement dans la mutation des métiers. Vous avez dit aussi que quand on travaille du coup en bureau d'études, il faut encore avoir un temps d'avance par rapport aux entreprises qui sont clientes. Quand on forme les bureaux d'études, il faut avoir encore un temps d'avance supplémentaire. Voilà. Et alors je ne sais plus qui disait du coup il faut se mettre en marche. Non, il ne faut pas se mettre en marche, il faut courir. Enfin, en tant que formateur en ce moment, moi j'ai l'impression que depuis la crise Covid, on court plutôt pour suivre les évolutions, à la fois les évolutions métiers, à la fois les évolutions de notre métier, à la fois les évolutions pédagogiques, les évolutions techniques. Parce que là, on a parlé du digital, tout ça. C'est vrai et on nous parle déjà de la réalité virtuelle et de fait de penser à faire évoluer nos formations en réalité virtuelle. On nous parle de métaverse, on nous parle, enfin voilà, les prochains trucs qui arrivent. Et donc oui, ça demande quand même énormément d'adaptation de la part des formateurs. C'est pas et toujours... Et l'investissement du coup humain, un personnel, financier, le temps, on l'a vu, important. Exactement, qui n'est pas évident. Je voudrais simplement rebondir. S'il vous plaît. Donc sur une deuxième chose qui est en rapport avec ce que vous disiez. En effet, donc maintenant, ce sont plus les entreprises qui achètent vraiment la formation, qui investissent dans la formation. Il peut y avoir parfois une toute petite partie qui va pouvoir être prise en charge par l'OPCO, mais globalement, la grande majorité des formations ou des actions de développement des compétences sont financées par l'entreprise. Alors, y a tout ce que vous avez dit, je ne vais pas revenir dessus, mais ça laisse quand même du coup un peu plus pour les entreprises quand on ne passe pas du coup par le financement OPCO, ça laisse un peu plus de latitude aux entreprises et sur les prestations à mettre en place, où là, quand on passe pas par une formation par un financement OPCO, on n'est pas obligé d'être sur les règles de la formation, et donc ça laisse place aux formateurs à
plus de possibilités de créativité, aussi. sur les possibilités. Donc voilà, la note. On a un petit peu moins Calliope sur le dos, un petit peu moins les contraintes. Oui, okay. oui, voilà. Quand on peut s'en affranchir voilà, sur cette partie-là, voilà, un point positif. Sympa. Bah oui, un point positif quand même. Bon, c'est une course, donc espérons qu'une journée comme aujourd'hui, c'est un point de ravitaillement pour vous. Oui, je pense que c'est important. Frédéric, avant de passer la parole à nos participants du jour. Bon, pour conclure, je reviendrai un peu sur ce qui a été dit. Il y a eu beaucoup de mutations, hein, on les a tous subies, connues ensemble. Vous avez globalement, hein, il faut aussi, c'est vous qui animez les formations et c'est vous qui avez subi le plus de contraintes hein, et je dirais de transformations sur les méthodes pédagogiques. Vous les avez franchi plutôt bien, hein, parce que si on revient sur les taux de satisfaction de diptyque, qui sont très très bons, hein, puisqu'on a plus de 95% de clients et de stagiaires satisfaits. Et l'idée, hein, comme je l'ai dit ce matin et comme je vais le redire, et l'idée de cette journée et des journées qui vont suivre, et là je reviens sur ce que vient de dire Alexandra, les mutations, on n'est qu'au début, c'est-à-dire que si on pensait que c'était juste une fois, non, des mutations on va en avoir, et plus ça va aller, plus ça va s'accélérer, effectivement, l'intelligence artificielle, beaucoup de choses vont nous arriver, des changements aussi sur les financements, de moins en moins de finances, et donc de plus en plus d'exigences de l'entreprise. Et l'idée, c'est pour ça que je disais un peu ce matin une famille, et l'idée c'est que les prochaines mutations, alors on va dire on a été surpris la première fois, ça nous sert de leçon, les prochaines mutations, on va les passer ensemble, quoi. C'est ça un petit peu l'idée, on échange, vous avez certainement vous aussi des choses à nous apporter, des choses à mettre en avant, et l'idée c'est qu'on les franchisse et qu'on s'adapte dans l'absolu. Je dirais qu'à terme, si on voyait une vision un peu plus long terme, c'est qu'on arrive même à les anticiper, quoi. C'est qu'un jour, si on se projette d'ici 3 ou 4 ans, c'est qu'on se dit, tiens, dans 2 ou 3 ans, qu'est-ce qui va nous arriver et comment est-ce qu'on peut l'anticiper, quoi. Ça serait ça un petit peu ce qu'on voudrait mettre en place et ce qu'on va mettre en place, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est le moment des questions-réponses ou retour d'expérience, il y en a eu pas mal tout à l'heure. Des questions, des réactions par rapport à ce qui a été partagé ? Michel ? Alors, vous inquiétez pas, le micro, c'est pas pour qu'on entende mieux, c'est pour l'enregistrement, hein, voilà, donc vous inquiétez pas. En fait, moi j'ai une remarque, donc je suis en fin de carrière, donc les mutations futures, je les regarderai si la vie me prête la possibilité. Par contre, on a basculé effectivement en digital du jour au lendemain, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour au présentiel. J'en voudrais la preuve de la journée d'aujourd'hui. Vous ne l'avez pas fait en digital, vous l'avez fait en présentiel. En fait, j'ai la sensation que quand il y a besoin d'une formation pour une personne, le digital passe. Je ne vais pas me déplacer à Paris pour rencontrer d'autres gens et ainsi de suite. Par contre, quand on a des formations de 4-5 personnes dans une entreprise, c'est du présentiel qui revient, au grand galop. Et je vois bien dans les formations que je fais, dès que j'ai une entreprise qui sollicite, c'est du présentiel. Ils ne veulent pas du digital. Voilà. C'est une petite remarque. Une réaction Vous souhaitez réagir à ce sentiment, ce ressenti de Michel Guay ? Julien ? Moi, ma conviction, c'est qu'on va vers des modes de formation mixte, en fait, où il y a des acquis qu'on peut travailler seul et qu'il est important de travailler seul, un peu comme on veut, parce qu'il y a la contrainte aussi, moi, quand je veux programmer une formation et que je dis, toi, tu pars 3 jours dans 1 mois, ah non, j'ai des réunions, tu me fais chier, machin, comment je vais faire Attends, tu veux de la formation, mais quand je te la programme, tu as du boulot, donc comment on fait? Et de l'interruption, de j'ai ma réunion à 10h, moi, je vous quitte et je reviens à 14h. L'avantage de pouvoir articuler son parcours et d'avoir du présentiel pour poser ses questions et voir si tout le monde a bien compris, avoir de l'humain, je pense qu'il y a aussi j'espère qu'on saura garder ce côté humain dans les formations. J'y crois. On est des animaux sociaux, pas que réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, puis pas sociaux derrière un ordinateur. Ouais. Heureusement. J'ai une question là-bas que je viens vers toi. Oui, donc Benoît Géin, je suis aussi nouveau formateur, et je dirige un bureau d'études, un peu même activité que Julien. Et c'est sûr que quand on a une aide, comme on l'avait avec le FAFIEC, que ce soit en présentiel, non présentiel, et c'est pour avoir une validation pour des marchés, que ce soit au sein de l'entreprise, la personne suit ou ne suit pas, bon, on veut quand même de la qualité à la fin.
on peut avoir une tolérance. Mais quand on veut former quelqu'un pour l'entreprise, qu'on paye la globalité, c'est sûr que moi je préfère que mes collaborateurs, mes salariés soient en présentiel. C'est clair, parce que le retour que j'ai pour certains qui ont fait en visio, ils n'ont pas le même retour, le même acquis qu'en présentiel. C'est évident. Et le retour, je pense qu'il va y avoir, maintenant on aura appris ce mixte, mais il va y avoir toujours du présentiel. Moi, si je paye la totalité, je tiens à ce que le gars soit en présentiel. Peut-être vieille école. C'était les expériences, c'était en intra ou en inter? C'est-à-dire il y avait plusieurs entreprises où j'ai le sentiment que c'était plutôt en intra. Effectivement, en intra, voilà, ça fait en même temps la même entreprise, voilà. Voilà, mais... Et du coup, réponse, c'était intra ou inter-entreprise? Non, mais les deux, mais intra, c'est sûr que c'est présentiel. Intra, c'est très Oui, c'est ça, je comprends très bien. Mais moi, je parle de présentiel de différentes personnes, d'échanges. Voilà. Parce que des fois, l'inter, et c'est vrai qu'on commence à avoir cette remontée, enfin, les problématiques, ça peut être que tout le monde n'a pas le même niveau. Et je sais qu'il y a des entreprises pour qui aussi, des fois on envoie un collaborateur, mais on est un petit peu déçu à la fin parce que, voilà, il n'a rien appris. Combien de fois ça arrive, ça, dans les formations? Et on arrive tout aux problématiques d'évaluation au départ. Hein, si d'évaluation, ça n'arriverait pas. Mais voilà, et du coup, le présentiel en interne, effectivement, ça crée des échanges, mais ça peut aussi avoir ce genre de biais. Donc il n'y a pas de formule miracle. Non, il n'y a Alexandra, pas. une réaction? Oui, moi je pense qu'on va quand même de plus en plus. On a vu l'intérêt du digital. Je pense qu'on voit aussi l'intérêt du présentiel et ce qu'on a perdu en fait du présentiel en digital. Et je pense qu'on va vers une évolution mixte, c'est-à-dire que toute la partie théorie des formations, on va la passer en digital et avoir des formations présentielles plus courtes et qui soient vraiment pour la partie pratique, échange, humaine. Atelier et voilà, pour moi on va vers une évolution de la formation comme une ça. expérience hybride du coup de formation. D'accord. Bruno Piou, ingénieur thermicien de formation, 30 ans en bureau d'études et depuis expert en bâtiment. Et donc nous, en tant qu'experts du bâtiment, quand le 16 mars 2020, on était tous confinés chez soi, on ne pouvait plus travailler nous. Donc je fais partie d'un groupement d'experts donc, représentés sur tout le territoire. Et donc on a mis à profit donc, cette période pour tous les soirs de 17h à 18h30, 19h, apprendre à se connaître déjà, parce que dans le réseau on ne se connaissait pas tous, et puis après on a d'abord abordé des sujets techniques, donc venez participer celui qui voulait, donc, mais on se aperçoit que on a fait ça pendant 5 semaines, donc sur les 5 semaines le noyau était là tous les soirs. Sans apéro en plus. Hein. Sans apéro, si on le prenait quand même chacun. Là c'est fort. Hein. Et donc sur des sujets juridiques, et ensuite sur des sujets techniques, en fonction des compétences des uns des autres, chacun a préparé son module de présentation sur sa spécialité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça permet donc, on est retourné sur le terrain dès qu'on a pu. Mais aujourd'hui, on se connaît maintenant au niveau du réseau, on se connaît tous. Quand on a un problème technique, on sait qu'on peut appeler un tel à Marseille ou à Lille. Et je pense qu'il y a de l'entraide, il y a une transmission de savoir qui est importante dans nos professions techniques. Et je pense que cette formule plutôt qu'une journée complète de formation, de modules en fin de journée ou début de journée, parce qu'on l'a fait aussi en petit déjeuner, où là, on est sur des sujets, on est plus réceptif en début de journée, puis surtout on n'est pas parasité par la réunion qui a débordé, ce qui fait qu'on ne se connecte pas à 17h, on se connecte à 17h30 et on a raté l'intro. Donc, mais je pense que ce mode de transmission de connaissances, de savoir, est un moyen à creuser pour du moins massif, mais plus découpé et plus récurrent. Et voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on continue à se retrouver comme ça dès qu'il y a une information, une réglementation qui est une information qui peut intéresser les réseaux. Une fois par mois à peu près, on se retrouve. Et pareil, vient celui qui veut. Donc ça, c'est parce qu'on c'est libre, c'est pas payant, ça fait partie
partie de... Mais je pense que sur le sujet de formation et de transmission de savoir, il y a sans doute des pistes à creuser qui me semblent intéressantes, où les gens viennent chercher le complément. Alors, ça peut être une cotisation annuelle sur... il y a tout à imaginer, mais je pense qu'il y a des nouvelles formules de formation à imaginer, quoi. Intéressant, Bruno, on va en parler beaucoup cet après-midi. Donc, beaucoup d'idées à garder sous le coude, n'est-ce pas? Il y a Oui. lettres qui sont apparues. Dans le micro, merci. Vincent, Si je peux me permettre, il y a 2 lettres qui sont apparues rapidement et qui, finalement, depuis 5 ans, prennent toute leur ampleur. C'est le SE, le sociétal et l'environnemental. Et les formations, là, justement, alors moi, j'ai une chance, j'ai un parcours très atypique. Moi, j'ai formé plus de 300 personnes, j'ai eu plus de 300 collaborateurs. J'ai eu la chance d'être formé par Christian Cardonnel dans le temps. Pour ça, tout à l'heure, on s'est déjà vu. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai été licencié d'un grand groupe. Ça m'a fait perdre 30 kilos. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'ont besoin les jeunes, ce qu'on a besoin actuellement pour moi, c'est de l'interactivité. Effectivement, du PowerPoint, du descendant, c'est plus attractif. Effectivement, j'ai besoin d'une info, je fais Google, je trouve mon info. Et donc, effectivement, je pense que la formation doit continuer à se former, à se moderniser par une hybridation, justement, par cette partie, justement, d'interactivité, donner une action à mener et la rendre peut-être que 3 jours après, mais au moins que tout le monde la rende. Ça va éviter, justement, parce que moi, j'ai fait les formations également avec Rémi. C'était assez désagréable, effectivement, on était 10 en formation. Ah oui. Il y en avait 3 qui avaient les écrans qui étaient coupés. On ne savait pas, quand on posait des questions, il n'y avait pas d'interactivité. C'était toujours les mêmes qui parlaient, hein, Rémi, souvent moi d'ailleurs. Parce que j'ai la chance à 55 ans d'avoir un parcours très riche. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut donner de l'envie. En fin de compte, on a effectivement les gens maintenant, et cette Covid, cette pandémie vient de transformer, pas la France, mais le monde, notre comportement, nos attachements, par rapport à ce que quand on était, moi je suis un fils de grosse entreprise de chauffage d'Angers, à 55 ans, j'arrive pas à en sortir, malheureusement. Donc j'ai décidé de me mettre comme auditeur énergétique. L'OPQBI m'a donné la 1911, m'a pas donné la 1905 parce que je manque d'expérience. Donc ça, je vois ça avec M. Mouchot vendredi. Mais, alors, Bruno, ma vie, mon œuvre, attention. Hein, Bruno, là, c'est les questions. Hein. J'avais un petit peu... Non, mais je pense... Moi, j'ai cette chance-là, donc, de pouvoir continuer. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire partager, faire transmettre notre envie, notre savoir, toutes nos compétences que nous avons acquis tout au long de ces années, et surtout, mais les amener d'un mode différent. Le PowerPoint, effectivement, il n'est pas mort, parce qu'il en faut, c'est un support. Mais par contre, il faut qu'on lui mette de l'interactivité, de l'échange et puis de l'animation. Voilà. Donc c'était juste mon ressenti personnel. C'est bien, on est en train de faire une transition vers l'après-midi, là, c'est plutôt pas mal, c'est super. Oui, un complément, Benoît. Moi, j'aimerais aussi, après, chez l'équipe commerciale, la gestion, est-ce que chez les clients, les prospects, ça, c'est des choses que vous ressentez fort? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire après là-dessus. Juste après, ouais, Benoît va un petit Moi, complément. je veux juste intervenir par rapport à l'expérience métier qu'on a, enfin, pour beaucoup, on a quand même l'expérience métier. Même pour la formation, moi, je n'avais pas du tout cette expérience-là. On m'a sollicité parce que j'ai participé en étant administrateur du CINEV sur certaines promotions, évolutions de certains métiers. En l'occurrence, nous, pour les prises IRVE, on est plutôt spécialisé dans l'électricité. Et la méthodologie d'organisation, c'est sûr qu'on a la méthode avec qui nous semble vétuste, mais qui est le PowerPoint, les papiers, l'organisation, le passage de chandelles. Mais là, je suis avec Clovis, mon fils, qui est ingénieur, qui sort de l'école il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a permis de revoir un peu ma façon de présenter avec le PowerPoint, de rajouter peut-être des vidéos que je n'aurais jamais ajoutées de moi-même, ou des manières de présenter un peu plus interactives, parce que je ne me voyais pas rajouter le côté... humoristique dans cette présentation que maintenant on intègre plus facilement. Et même la formation au début, on a fait une sorte de présentation de qui était là et même un examen au tout début de la formation. C'est pas l'examen mais que l'on donne à la fin, mais quelque chose qui leur prouve qu'ils ont tout à apprendre. Donc ils avaient tous en dessous de la moyenne, parce que j'avais une petite moyenne à la fin. Ils étaient tous verts. Alors ils disaient mince, mais après je les ai rassurés, c'était des extraits de formules mathématiques, de savoir, mais des choses toutes bêtes, hein. Un électricien, on sait la puissance, les formules qu'on a appris depuis, voilà, ben, il y en avait plein qui ne le savaient pas, et la base qui était demandée, c'est d'avoir un minimum de base d'électricien. On parle de prise électrique, hein, on parle pas de... Et il s'avère que ce petit challenge humoristique, pour eux, ils ont eu du mal, après on en a parlé.
Mais ça a fait réagir, on a discuté pendant une demi-heure, et le fait qu'il apporte des choses un peu nouvelles qu'il aurait vu, moi je les aurais pas mis comme ça dans Clovis, le chemin. Mais bon, par rapport à ce c'était- qui existait avant, là, qu'il fallait dépoussiérer un petit peu, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui a été apporté? Qu'est-ce que vous avez osé faire pour moderniser un petit peu, secouer un peu le cocotier, comme on dit? Essentiellement des outils que certains ont évoqués ce matin, comme Kahoot, ou même l'outil que vous utilisez là, Klaxoon. Ce genre de choses, ça c'est des trucs que moi je suis sorti de l'école un petit peu avant que ça soit utilisé dans les formations, mais je l'ai vu à travers d'autres sujets, notamment je suis pas mal le monde de la musique, et c'est arrivé souvent qu'on ait aussi des choses en distanciel avant le Covid. Et c'est des outils que j'ai vus à travers ce genre de choses. Et du coup, j'ai toujours trouvé que c'était que le fait d'avoir une interactivité comme ça, qui est amenée en plus du PowerPoint, ça implique d'autant plus les personnes qui suivent la formation. Et tout le monde est gagnant en fait. Donc, ouais. Il y a même une petite remarque, juste une parenthèse. À la fin, en fait, on fait une formation. Et ce qui était dit dans cette formation, c'est que dans 5-10 ans, elle n'existera plus, cette formation. Parce qu'on ne rechargera plus nos véhicules. Le véhicule aura tellement évolué qu'il aura une autonomie complète. Donc à la fin de la formation, de donner cette parenthèse, ça a donné un débat auprès des uns et des autres. Et c'était quand même assez intéressant. N'hésitez pas, si vous voulez rebondir sur la table ronde. Oui. Alors oui. Je voulais simplement rebondir sur... Pardon. Oui, alors rappelez qui tu es. Je suis nouvellement collaborateur depuis début mai chez Iptic, donc conseiller commercial. Donc c'est Farid Bouchou, de mon nom de famille. Voilà, donc enchanté tout le monde. Je voulais simplement rebondir sur le format de formation, notamment en présentiel et distanciel, pour simplement faire un retour par rapport au ressenti que j'ai de mes prospects et de mes clients. Je pense qu'effectivement, pour confirmer la chose, les deux sont complémentaires. Néanmoins, il n'y a pas de e-learning, du moins de ce que Iptic propose. Donc je pense que la classe virtuelle, entre guillemets, puisque pour moi, j'appellerais plutôt ça une classe interactive, parce que là, il s'agit d'échanges entre les uns et les autres, humainement parlant. Donc c'était simplement là-dessus que je voulais, moi, interagir. Je pense que tu voulais aussi aborder un point ou deux. Donc, moi, je suis Florian, donc je pense que on se connaît... Je connais quasiment tout le monde et vous me connaissez, je suis arrivé à l'Iptic il y a une dizaine d'années. Moi, ce que je constate en fait en ces 10 années d'Iptic, c'est qu'on a vraiment vécu une grosse transition. Moi, il y a 10 ans à l'Iptic, on vendait uniquement des formations en présentiel, on vendait de l'action collective, les clients n'étaient pas aussi exigeants qu'aujourd'hui, ils achetaient du catalogue tout simplement, donc on faisait des formations 10, 12, 14, 16 personnes, on faisait vraiment des belles sessions et du coup, avant le Covid, on a déjà eu des demandes où on était plus sur du sur-mesure. Donc là, on a un petit peu déjà évolué nos méthodes de vente, nos techniques de vente. On a été beaucoup plus sur des rendez-vous clients. Et le Covid est passé par là et on voit vraiment aujourd'hui qu'on a inversé. On est quasiment, comme disait Frédéric tout à l'heure, on est à 95% sur des formations distancielles. Les 5% restants, c'est plutôt les consultants qui ne veulent pas faire des formations à distance. Donc là, du coup, on reste sur des formations présentielles. C'est pas plus mal peut-être. Peut-être qu'on pourrait l'imposer davantage aussi. C'est peut-être à réfléchir aussi. Que ça devienne un critère, en tout cas en partie peut-être. Oui, alors pour répondre à la demande, c'est ça. Oui, alors les clients en fait, il y en a qui veulent faire que du présentiel, d'autres qui veulent faire que du distanciel. Enfin, vraiment, les sociétés, elles ont vraiment leur avis là-dessus. Donc nous, on s'adapte. Du coup, ça nous donne une solution complémentaire, la solution distancielle. Je pense que c'est bien aujourd'hui qu'elle soit là. On fait également le système hybride sur certaines formations, typiquement les formations juridiques, une formation qui fait 250 heures. Je pense que le format hybride est vraiment très intéressant. On avait débuté après le Covid sur une formation 100% distancielle. Et ça a avéré que c'était trop compliqué. Les stagiaires... ils ne pouvaient pas se connecter toutes les semaines, c'était trop compliqué. Donc là, on a mis un système hybride qui marche plutôt bien. Je pense que c'est important, 250 heures, de se voir à un moment donné, de se rencontrer, d'échanger. Tout ce que disait Julien tout à l'heure, je pense que c'est des choses qu'on retrouve quand même en présentiel. Et puis après, il y a la partie animation qui a beaucoup évolué aussi, comme disait Vincent tout à l'heure. Il y a 10 ans, on était sur du descendant. On était sur un PowerPoint qu'on
voilà, l'animateur, il avait son document. Il le balançait, il commentait ses slides. Aujourd'hui, ça a vraiment évolué. On est sur d'autres méthodes. On doit vraiment imaginer d'autres choses, mettre des caouts, tous ces éléments qu'on a parlé tout à l'heure. Et je pense que cet après-midi, on en parlera. Et voilà, l'animation est complètement différente et beaucoup plus difficile à distance. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Et moi, je pense qu'on va rester sur le distanciel. Mais on aura toujours des demandes, bien évidemment, en présentiel sur des intras. Voilà, surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura moins de budget dans les années futures sur de l'action co, ou même sur le plan de développement. Donc je pense que la société, si elle achète avec ses fonds propres, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui à Liptic, moi je pense que les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise demanderont vraiment du présentiel et un retour sur investissement tout simplement. Que vous soyez à la gestion administrative, au commercial, ce qui s'est passé, ça a rendu plus compliqué le rôle d'interface un peu que vous avez entre Liptic, les formateurs, les clients, les prospects. Vous faites remonter ces besoins pour faire évoluer les choses? Oui, au début c'était compliqué. C'était très compliqué. Il y a des formateurs qui voulaient pas entendre parler du distanciel. Donc on leur a expliqué aussi les avantages et beaucoup d'avantages. Les clients, il y a beaucoup de clients qui voulaient faire que du distanciel. Donc fatalement, nous, à un moment donné, on est bien obligé de convaincre le formateur. Quasiment la plupart de nos consultants ont joué le jeu. Il y en a peut-être un ou deux qui a dit non, moi je veux pas. On le comprend, je le comprends parfaitement. Parfois c'est une question de temps, Ouais, une question de temps et puis une question aussi. Je pense qu'il a eu beaucoup de mal à passer un message à distance. Voilà, il s'est dit moi une formation, c'est du présentiel. Et dans ces cas-là, moi je me mettrais pas au distanciel. Bon, on l'a fait, on a trouvé d'autres consultants, ça a marché. Mais oui, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Les clients, aujourd'hui, on leur explique, on a plusieurs solutions, on s'adapte. Je pense que du coup, c'est quand même c'était intéressant de pouvoir proposer cette solution. Enfin, en tout cas, je pense que Wesley, qui est à Liptic depuis 1 an et demi, je ne sais pas si tu veux raconter un petit peu ton expérience. En quelques mots, parce qu'on va bientôt arriver à la conclusion, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a ce dialogue aussi aujourd'hui entre l'équipe et les formateurs qui se créent pour cet après-midi, ça sera super. Wesley ? Donc, Wesley Sébastiao, conseiller commercial à Liptic. Donc, non, mais tout ce qu'a dit Florian est très vrai. Aujourd'hui, les clients souhaitent, dans la plupart des cas, réaliser des formations en distanciel. Sauf lorsqu'ils ont des besoins en intra-entreprise, où là, ils plébiscitent fortement le présentiel, puisqu'ils veulent recevoir le formateur, ils veulent pouvoir échanger un petit peu avec lui. En fait, parce qu'il y a la formation, ce qui va se passer durant les 7 heures de formation, mais aussi tous les à côté. Lorsque les personnes viennent en intra, ça leur permet, durant les temps de pause, de discuter, d'échanger et même de développer la stratégie de l'entreprise. Il y a toute la partie conseil que peut amener le formateur, son expérience, qui sort en fait du cadre pédagogique de la formation. Et c'est là aussi qu'il y a un vrai plus avec le présentiel. Donc la formation est aussi une expérience pour sortir un peu du cadre, sortir un petit peu, aborder les sujets entre collègues, et puis d'accord. Alors une dernière question ou remarque, et puis on va passer... Bonjour, Philippe Baudouin, moi je fais les formations en solaire thermique. Est-ce qu'il a été testé les formations que je dirais mixtes, alors pas hybrides, c'est-à-dire 5 personnes dans une salle et 3 en distanciel, dans la même formation? Alors, ça a été testé et résultat? J'ai fait aussi. Sûr. Déjà le nouveau matériel. Ouais. Ils sont pas tous équipés. Et puis c'est compliqué pour le formateur de pouvoir gérer la personne face à lui et de pouvoir aussi gérer les personnes à distance. Souvent, et c'est normal, on reste captivé par les personnes dans la salle. C'est avec eux qu'on a des interactions. Et puis les personnes à distance, malheureusement, se restent un petit peu sur le côté. Juste moi. C'est pas prêt. Et moi, j'ai aussi entendu des études dire que quand on était sur du mixte, eh bien, on avait une tendance à plus se concentrer sur les gens connectés à distance pour être sûr qu'elles soient bien là, etc. Et on oubliait un peu le groupe, quoi. Tellement stressé par le fait que les gens restent avec nous. Non, mais ça crée une double gestion finalement. Ça crée une double gestion, double animation. Ouais. On va en parler tout de suite. Ouais. Ah oui. Alors là. Alors déjà. Non mais.
Je ne l'ai pas payé, hein, il fait ma transition parfaite là. Mais alors déjà, non mais il y a une belle transition, mais avant j'aimerais qu'on remercie, qu'on applaudisse nos intervenants du jour, merci. Et Vincent, franchement, trop fort, parce que c'est le moment, voyez-vous, vous le voyez depuis tout à l'heure, hein, vous l'observez, c'est le moment d'avoir le regard d'Olivier. Olivier, alors je ne vais pas te demander, Olivier, tout ce que tu as retenu de toute la matinée. On va peut-être plutôt se concentrer, voilà. Alors, les grandes lignes, qu'est-ce que tu as retenu en 5 minutes? Attends, on va se tourner un peu comme ça aussi pour que nos invités voient aussi un petit peu. Ouais. Je montrerai. Hein. C'est le nouveau logo. Non, puis je l'ai fait en début, donc j'étais pas encore fatigué non plus, donc tout va bien. Moi, ce que j'ai retenu, alors, moi je suis un peu extérieur à tout ça, donc forcément j'ai un petit peu de recul et un peu d'étonnement aussi de certaines choses. Ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est que c'est un peu évident, mais voilà, je l'ai mis là, on est dans un monde qui est en mouvement perpétuel. En fait, on est dans un monde qui est vraiment fou, quoi, qui s'est complètement emballé et vous êtes obligé de suivre le rythme et de maintenir ce rythme fou qui suit. Donc on a vu au début que ça bouge chez Iptic. Voilà, il y a un nouveau locaux, une nouvelle équipe, un nouveau SCN, et on est certifié Calliope, etc. On est passé du physique au distanciel. Donc voilà, tout ça a beaucoup évolué. Pour que tout ça marche, il faut qu'il y ait un esprit de groupe. Donc on a parlé de famille. C'était un mot qui était important aussi, avec des thématiques qui vont évoluer, des formats qui évoluent, des accompagnements qui changent. On suit le rythme de ce mouvement perpétuel du monde qui est en mutation et qui est en accélération constante. Ça, c'était un peu l'introduction. Sur la deuxième partie, donc on a parlé de l'évaluation. C'est un parcours en fait. Moi j'ai vu ça vraiment comme un parcours. Alors il y a une dualité en fait. Il y a le côté comme on va être évalué, il faut tout préparer en amont, donc c'est une contrainte. En même temps, c'est une opportunité aussi de conception, de structuration en amont, puisqu'on a vu qu'à la fin, l'évaluation va se porter sur ce qui était prévu avant, c'est-à-dire le besoin du client et les objectifs. Donc du coup, ça oblige à structurer évidemment, avec toutes les contraintes que ça va donner. On a parlé beaucoup de la notion de temps aussi. Ah oui, ça prend du temps. Et c'est exigeant. Donc on a parlé de cette dualité en fait de l'évaluation et de passer par Calliope. Et alors toujours dans le rythme du début de journée, où on s'est dit que on était dans cette idée de monde qui était en mouvement perpétuel. 2018 avec des nouvelles lois, c'est un nouveau paradigme, plus la crise Covid, plus l'accélération des mouvements et des mutations font que le pilotage financier est serré, que du coup la formation ça devient un investissement qu'on achète, qu'on paye parfois cher. Du coup, qu'est-ce qu'on met dans les formations? Est-ce qu'on met des compétences techniques ou bien des compétences relationnelles humaines? On a vu que ces compétences-là qui sont en tout cas plus durable, parce que la technique évolue très très vite, mais par contre les soft skills sont peut-être plus durables dans le temps, peut être un levier d'attractivité, de fidélisation des talents pour l'entreprise. Et que du coup ces mutations sont forcément à intégrer. Elles ne sont pas faciles à intégrer parce que les jeunes générations qui arrivent, j'ai un peu caricaturé parce qu'on en a parlé, mais là il dit je lis pas, faut que ça aille vite et je veux du sens, qu'est-ce que tu me proposes? Et vous devez répondre. Donc il y a quelques réponses qui sont sorties. Donc on a parlé d'e-learning, de se connaître, de faire du sur-mesure, des capsules, de Google, de contact humain, d'interaction numérique. Énormément de choses en fait. Il y a un champ qui est complètement gigantesque de champ des possibles. Donc ces mutations sont à intégrer et à accompagner. On est à la fois sur l'hybride et sur le présentiel. Donc on a un personnage qui est là, qui est en physique, mais qui se décompose parce qu'il doit aussi à la fois être en numérique. Que cette adaptation en plus, elle doit se faire toujours avec... J'ai noté aussi un coup d'avance sur le coup d'avance, c'est-à-dire que c'est le couteau suisse qui s'adapte, mais en plus il doit avoir 2 coups d'avance sur ce qui va arriver. Donc du coup le champ est aussi assez faramineux. Bon, ce que je retiens de tout ça, c'est que cette formation centrale, ça devient une valeur, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment avoir une importance forcément capitale. Sur lesquels on va pouvoir mettre en valeur ce que vous avez, c'est-à-dire l'expérience, l'envie, le savoir, les compétences et l'animation. Donc ça, c'est vraiment
la conclusion un petit peu de la matinée, c'est que ces atouts-là, ces qualités-là sont vraiment les atouts majeurs pour faire de la formation une vraie valeur. Voilà. Merci beaucoup, bravo Olivier. Alors, écoutez, merci de votre participation très active, on n'en entendait pas moins ce matin. Avant de descendre au déjeuner ou en bas, je ne sais pas où on fait ça d'ailleurs, il faudrait décider, mais pourquoi pas ici d'ailleurs. Pardon? Préparer quoi? Non, je parlais pas de ça. La course est finie là, on va déjeuner. J'allais dire autre chose. On va prendre une photo de groupe. Voilà. Alors le meilleur lieu, je vous laisse décider, mais plus ça sera fait vite, plus vous mangerez. Oui, plus vous boirez un coup. Donc on se met, je sais pas, peut-être devant l'écran ici, on se met comment? Alors, ne quittez pas la salle, venez rejoindre puis les intervenants ici. Peut-être avec la fresque derrière, oui, on va voir ça. Quand je vais